du général de Gaulle. Il est également président d'honneur de l'Association des familles des compagnons de la Libération et administrateur de la Fondation de la France libre. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait envie que j'en parle, mais il est également le fils de Félix Broche, qui était lieutenant-colonel à Bir Hakeim et qui commandait le bataillon du Pacifique, formé de volontaires venus du Pacifique, donc aidez-moi, de Polynésie, voilà, je cherchais le mot, de Polynésie. Je vais m'arrêter là et passer sans plus tarder la parole à François. Merci François. Donc je reprends. Dans l'histoire du monde, le 9 novembre 1970 fut un jour comme les autres. Je veux dire un jour où il ne se passa pas d'événements qui méritent qu'on le rappelle 50 ans après. Dans l'histoire de la France, ce 9 novembre 1970 fut également un jour comme les autres, du moins jusqu'à la tombée de la nuit, où là il se produisit un événement dont on parle encore 50 ans après, et dont je pense qu'on parlera peut-être encore dans 50 ans. Le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle se lève, comme à son habitude, à 7h30. Ce n'est pas une heure matinale à ses yeux. Toi et moi, a-t-il un jour confié à son fils, nous sommes des couche-tard et des lève-tard. Nous n'étions pas faits pour être des militaires. Comme chaque jour, Yvonne de Gaulle est descendue à la cuisine pour aller préparer le plateau du petit déjeuner, qu'elle remonte sans tarder. Pour lui, café noir et croissant, pour elle, toast et marmelade d'orange. Ces détails, je ne les ai pas inventés, ils ont puisé aux meilleures sources. Comme chaque jour, il parcourt les journaux que Francis Maroux, le fidèle chauffeur, a rapportés de Bar-sur-Aube. À 9h30, il descend à son tour pour faire sa première promenade dans le parc. Le ménage a été fait par Honorine, la fidèle cuisinière de la boisserie, car le général est brouillé avec les balais et les aspirateurs. Tout doit être en ordre lorsqu'il descend. Il est en costume 3 pièces, toujours, gris foncé, nu-tête, mais comme il fait un peu froid, il a mis son chapeau et son manteau. Madame de Gaulle l'accompagne un moment, et le vent lui fait rebrousser chemin. Ce rite de la promenade a toujours été très important dans la vie du général. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, il est devenu essentiel. Ordinairement, il en fait une toutes les 2 heures, jusqu'à la nuit. Tout en marchant, il mâche ses pensées, selon la formule de Philippe de Gaulle. Il dit à son fils, « Il faut rêvasser, sinon je suis sec ». En ce jour d'automne qui promet de nous ressembler à tous les autres, ses pensées tournent autour du travail en cours, la rédaction du second volume des Mémoires d'espoir, qu'il redoute fort de ne pas mener à son terme. Le premier volume, paru en septembre, a été un succès. D'après Marcel Julien, le tirage en a été de 750 000 exemplaires et le directeur de Plomb annonce des ventes mirobolantes. Mais peut-on lui faire confiance? De Gaulle connaît son éditeur depuis longtemps et il l'en estime, mais il le sait capable d'exagérer, d'enjoliver, de lancer des faux chiffres pour l'inciter à continuer. Et il n'a pas tout à fait tort. Le premier tirage a été de 400 000 exemplaires, ce qui est tout de même considérable, qui ont été vite épuisés. Le général doute pourtant que le grand public s'intéresse à la dernière grande entreprise de sa vie, celle dont son entourage sait depuis le début qu'elle seule lui donne le goût de vivre. La première promenade dure un quart d'heure à peine. Il a hâte de retrouver son bureau qu'il a installé dans la tour hexagonale de l'ancienne brasserie, d'où la vue porte jusqu'à 30 km, au-delà des prairies et des forêts. Cette cellule de Saint-Bernard, ouverte sur la neige des siècles et la solitude, écrira Malraux dans Les chaînes qu'on abat. Le 6 novembre, il a écrit à sa belle-sœur, Cada, Madame Jacques Vendroux, qui lui a envoyé ses vœux de bonne fête la Saint-Charles le 4 novembre. Faites, s'il vous plaît, des vœux et même des prières pour le grand travail que j'ai entrepris et que je destine moins aux contemporains qu'aux générations futures. À plusieurs correspondants, il annonce qu'il est dégagé du présent univers, totalement détaché du présent, tout à fait détaché de la conjoncture, un détachement quasi obsessionnel qui s'accompagne d'un autre constat. Tout est calme, tout est très calme. Ses correspondants sont bien aises. Il est réconfortant de voir le général aussi serein dans l'adversité.
À la même époque, il écrit à l'évêque de Langres, Monseigneur Hatton, « Ma mission nationale est venue à son terme », et au comte de Paris, qui a longtemps espéré lui succéder à la tête de l'État, « En ce qui me concerne, le terme est venu ». Aucune émotion particulière dans ces mots, l'heure n'est plus à l'amertume, mais au constat. Peut-être songe-t-il à cette phrase de l'avant-propos des Mémoires d'outre-tombe, un de ses livres de chevet. « Il est bien temps que je quitte un monde qui me quitte et que je ne regrette pas. » Dans le parc, le général marche toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme le temps n'est pas trop mauvais, il descend l'allée des Lilas, le long de la haie, jusqu'au petit bois des Pins, de l'autre côté de la prairie et du verger. Il aime son domaine, comme le note Marcel Julian. Il a pour son précaré, écrit Julian, l'attachement d'un homme de la terre. Il remonte vers la maison, le pas ne faiblit pas, mais il est préoccupé. La rédaction des Mémoires d'espoir n'avance pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Et il n'est pas certain que la profonde contrariété ressentie à la suite de l'échec du référendum soit apaisée. Comment nier qu'il aurait préféré une autre sortie? Moralement, cela ne lui a pas été indifférent, mais il ne s'est pas laissé aller, assure l'amiral de Gaulle. Mais le fils du général concède aussitôt, c'est dur, comme disent les braves gens, de constater après tout ce que l'on a fait que l'on a assez de vous. Il se met au travail à 10 heures, comme chaque jour depuis des mois. De la pièce d'angle qui lui sert du bureau, il découvre les lointains dans la direction du couchant, les longues pentes descendant vers la vallée de l'Aube, puis les hauteurs du versant opposé, écrit-il dans les Mémoires de guerre. L'automne est la saison du recueillement, prélude au travail souterrain de renaissance propre à l'hiver. La solitude s'y laisse facilement apprivoiser. Pas de place pour le désespoir quand on prend conscience de l'infini en contemplant les bornes de son petit univers. Du point le plus élevé de son immense jardin, Charles de Gaulle aime à regarder les étoiles et ainsi à se pénétrer de l'insignifiance des choses. Il se remet à écrire. La solitude ne lui pèse pas. En dehors de la famille, de quelques amis personnels, des collaborateurs du secrétariat parisien de l'avenue de Breteuil, de Marcel Julian, les visiteurs ne se bousculent pas. Et ils ne sont de toute façon pas sollicités. Seul face à l'histoire qu'il est en train d'écrire pour l'édification des générations futures, après l'avoir faite, seul face à lui-même, seul face à sa mort qu'il sait prochaine. En 1924, dans un petit carnet, il avait noté la devise de la ville de Verdun, « Virtus vivescit vulnere ». Le courage s'épanouit dans la souffrance. Et cette petite phrase d'Émile Faguet, le grand critique littéraire de la Belle Époque, était un des auteurs familiers de sa jeunesse. Le sentiment de solitude qui est la misère et la fierté des hommes supérieurs. Courage, souffrance, solitude, misère, fierté, ces mots appartiennent au vocabulaire de tous les hommes supérieurs. Ils ne les mettent pas toujours à l'abri du découragement. De Gaulle a souvent éprouvé ce sentiment terrible, mais il s'est toujours ressaisi. Le ressaisissement était déjà perceptible à travers le découragement, m'a dit Maurice Schumann. Né de l'échec du référendum et aussi de la mise au rencard qu'il sait définitive du dernier grand dessein, la participation. Le découragement s'est transformé au fil des mois en une amère sérénité, puis en une sorte d'apaisement. Au printemps 70, un journaliste de l'Express est allé jusqu'à écrire qu'il avait oublié le chagrin du référendum, qu'il se vouait tout entier à sa tâche littéraire, qu'il était heureux. Bien sûr, il a repris contact avec la nature, avec la vie familiale, il n'a plus aucune obligation. Il écrit au début de l'année à un ami de jeunesse « Je me trouve très bien à tous égards de mon existence à Colombey ». Mais heureux, c'est peut-être beaucoup dire. Bien sûr, il ignore la nostalgie et la proximité de la mort ne lui inspire aucun effroi. C'est plutôt de la rupture avec la France qui ne se console pas. Il ne montre rien, mais la sérénité affichée ne supprime pas la souffrance, elle aide à mieux la supporter. Ce jour-là, comme souvent, sa pensée l'a sans doute ramené vers le cimetière de Colombey, où se trouve la tombe de la petite Anne, morte à 20 ans. Le 2 novembre, jour des morts, ses parents ne lui ont pas rendu la visite rituelle,
à cause de l'affluence du public. De Gaulle y a entraîné le général de Boissieu 3 jours plus tard. Quand je ne serai plus là, si quelques personnes viennent sur ma tombe, cela troublera le recueillement du cimetière, a-t-il dit à son gendre. Il faudrait qu'on ne soit pas obligé de revenir sur ses pas. Vous direz à Philippe de faire ouvrir le mur. Puis, avisant quelques inscriptions funéraires, 85 ans, 90 ans, on vit vieux à Colombey, 80 ans, c'est lourd à porter. Au printemps, il a montré le cimetière à son ancien ministre Louis Ternoir. C'est là que je vais être enterré, lui a-t-il dit. Poliment, le visiteur a souhaité que ce fût le plus tard possible. La réponse a fusé. Quelle importance au regard du système solaire. Le 5 novembre, il a reparlé à Boissieu de l'attentat du Petit Clamart. Vous m'avez ce jour-là sauvé la vie. Nous avons bien failli mourir ensemble. Eh bien, tenez Alain, il y a de la place là. Mettez-vous à côté de nous. Cette tombe vous attendra, ma fille et vous. Il lui avait dit un jour, sous une forme plus elliptique, « Ne soyez pas le dernier ». Le général de Boissieu avait compris que son beau-père souhaitait qu'il ne fût pas le dernier compagnon de la Libération survivant auquel était dévolue la dernière tombe encore vide du mémorial du Mont-Valérien. Le premier volume des Mémoires d'espoir s'achève sur une évocation de l'Arménie familiale à la Boisserie. Là, pour penser, je me retire. Là, j'écris les discours qui me sont impénibles et perpétuels labeurs. Là, je lis quelques-uns des livres qu'on m'envoie. Là, regardant l'horizon de la terre ou l'immensité du ciel, je restaure ma sérénité. Son rôle historique est terminé, mais la fatigue s'est accumulée. Les perspectives qui s'ouvrent devant lui sont bornées par l'inéluctable échéance. Ce n'est pas, je répète, la mort qui l'inquiète. Il a toujours accepté d'un cœur léger, mais c'est la vieillesse et son cortège de misère. En cette fin de matinée du 9 novembre, rien ne dit qu'il ait encore la force d'entraîner Philippe et ses enfants dans une grande balade en forêt, comme à la fin de septembre. Ce jour-là, il leur a proposé « Venez, les champignons sont arrivés. Il paraît que la forêt en est couverte. » On l'a même vu franchir d'un bond un petit fossé rempli d'eau et de feuilles mortes pour atteindre plus vite un banc de girolles, objet de sa convoitise. Il voyait déjà la bonne omelette qu'Honorine allait pouvoir nous servir le soir même, racontera Philippe. Le manuscrit du Renouveau a été remis à Julian le 11 juillet. La sortie en a été fixée au 23 octobre. L'éditeur a trouvé le général heureux, détendu. Il l'attendait dans son bureau. Il lui a montré le manuscrit bien rangé dans une chemise portant la mention « exemplaire faisant foi ». La veille, le général a dédicacé 300 exemplaires apportés de Paris par Pierre-Louis Blanc. L'exercice a été harassant pour l'un comme pour l'autre, mais très instructif pour le collaborateur. J'en apprendrai beaucoup ce jour-là sur bien des gens, écrira Pierre-Louis Blanc, avoir défilé le Gotha du monde politique et en écoutant les réflexions du général, je comprends certains aspects d'une époque riche en événements de tous ordres. Le matin, le général lui a lu le premier chapitre du second volume. Blanc aperçut une certaine tension chez lui. Le général se demande quel sera l'accueil du public. Il pressent que la classe politique, la meute, comme il dit, ne l'épargnera pas. Et il ne songe pas s'en étonner car il lui a réservé quelques rudes coups. En regagnant Paris, Blanc songe à ce que doit être une soirée du général. Étrange et difficile vie que la sienne. Quoi qu'il fasse, il ne trouve jamais le repos. Dans chacune des minutes qui passent, mugit le grondement d'une tempête qui ne se calme jamais. En ira-t-il ainsi jusqu'à la mort? Pour l'heure, le principal problème du général est celui de la vieillesse. Il sait trop bien que l'âge peut ternir l'éclat d'intelligence, remarque Pierre-Louis Blanc. Il est trop lucide pour ne pas savoir que le vieillissement intellectuel consiste précisément à ne plus se rendre compte du fléchissement de son propre jugement. La vieillesse est un naufrage. La petite phrase a fait le tour du monde. Elle énonce une vérité aussi vieille que la condition humaine et elle ne supporte guère, hélas, d'exception. On l'a prêtée successivement à Louis XIV et à Chateaubriand. Le général l'a repris à son compte jusqu'à en faire une scie. Il l'aura si souvent appliquée aux autres, à commencer par le maréchal Pétain, qui ne pouvait éviter de se l'appliquer à soi-même. Et depuis longtemps, à ses premiers compagnons de l'onde, il confiait déjà « C'est triste et tragique, la vieillesse est un naufrage, et avec l'âge, les défauts deviennent monstrueux. » Pauvre vieux maréchal,
Que n'est-il parti à temps? Hélas, à son âge, on ne part plus, on s'accroche. L'ambition sénile l'a saisi. C'est maintenant un vieillard dominé par l'égoïsme et livré à la ruse. 30 ans plus tard, le discours n'a pas changé. Voyez-vous, Floïc, la vieillesse est un naufrage. De Londres à Colombey, la petite phrase l'a poursuivi. Il n'a cessé de se référer à la décrépitude du maréchal, aux effets tragiques qu'elle a eus sur le destin de la France. Durant toute cette tragique histoire de Vichy, qui avait osé révéler au maréchal qui n'était plus capable d'assurer la direction des affaires? Personne, pas même Pierre Laval, qui avait fini par le priver de tout pouvoir. De Gaulle redoute au plus haut point d'être traité comme Pétain l'a toujours été. Toujours « oui, oui, mon général ». Qui prendra le risque? Qui aura le courage de le contredire, de lui dire qu'il doit s'effacer? Qui aura la témérité de jouer les parricides? À la fin de 68, il ne peut dissimuler sa fatigue à François Floïc. Cela ne durera pas longtemps, lui lance-t-il. Et pourtant, l'aide de camp est convaincu qu'il assumera ses fonctions jusqu'à ce que son entourage le prévienne de se retirer. Mais précisément, qui pourrait assurer cette terrible mission? Il n'en a chargé personne. Et pourtant, il a toujours été conscient du grave problème qui se poserait inéluctablement à son entourage s'il demeurait trop longtemps aux affaires. En 1965, alors qu'il n'avait pas encore annoncé qu'il briguerait un second mandat, il confiait à Maurice Schumann « Si je me représente et si je suis réélu, qui me dira « Vous avez un passage à vide, vous battez la campagne ». Ce n'est pas Bonneval, ce n'est pas Burin, ce n'est pas Pompidou, ce n'est pas vous, Schumann. Il a raison. Schumann m'a confié « Jamais je ne lui aurais dit une chose pareille ». Un autre gaulliste historique, Jacques Chaban-Delmas, m'a cependant affirmé qu'il était décidé à parler. Chaban me précisait, nous étions même arrivés à convenir de ce que si je relevais des signes de déclin, je les lui communiquerais, ce qui de sa part relevait de la confiance et de la mienne peut-être de l'imprudence, mais je l'aurais fait et il le savait. L'occasion ne s'était pas trouvée et rien ne dit que, mis au pied du mur, Chaban se soit montré aussi imprudent qu'il le prétend. Un jour de mars 69, le général confie à son nouvel aide de camp, le lieutenant-colonel Pierre Talon, que si les Français cessaient de lui faire confiance, il ne resterait plus à leur tête. Puis il parle de son âge, de la diminution irrémédiable de ses facultés et du silence de l'entourage. Si un jour je n'étais plus en état de diriger le pays, personne ne m'avertirait. Tenez, vous, par exemple, le feriez-vous? Il observe son aide de camp avec un petit sourire. Le malheureux a la pénible impression de manquer d'air. Pas un mot ne s'échappe de sa bouche. Le général met fin à son embarras. Allez, rassurez-vous, personne n'aurait ce courage ou cette audace. Du reste, je ne suis pas sûr que je le prendrai bien. Vous voyez, c'est un problème insoluble. La mort, il l'avait toujours acceptée d'un cœur léger, si elle lui épargnait le naufrage. Au lendemain de l'attentat du Petit Clamart, il avait confié à Pierre-Louis Blanc « C'eût été une belle mort, il vaut mieux mourir comme cela qu'au cabinet. » Et comme son collaborateur ému et interloqué s'enquérait « Mais que serait devenue la France ?» Il avait admis « Ça, c'est une autre histoire. » Il écrit à son bureau, calé dans son fauteuil de cuir vert, face aux deux petites bibliothèques coincées entre les trois portes-fenêtres qui dispensent un maximum de jours. Ce qui frappe toujours quand on entre dans cette petite pièce, après avoir quitté l'ambiance détendue, familiale, du salon ou de la bibliothèque, c'est l'impression de se trouver dans le sein des saints décrits par Jacques Vendroux, plein de souvenirs gauliens, de croix de Lorraine, surgis des coins d'ombre, de reliures chatoyantes, d'épées historiques couchées dans leurs écrins, de témoignages émouvants de la résistance. Mais ce décor un peu chargé s'efface lorsque le général est là, comme s'il rentrait dans l'ombre. Seul s'imprime dans la mémoire, ajoute Vendroux, la page interrompue et le porte-plume qui attend sur le bureau. Il écrit jusqu'à l'heure du repas qui ne change jamais. Le général n'a jamais aimé s'attarder à table. Il a toujours trouvé que les déjeuners ou les dîners officiels duraient trop longtemps,
qu'il dégénérait vite en banquier radico-socialiste. Quant aux repas familiaux, il n'y avait aucune raison de les faire durer plus de 3/4 d'heure. Il était plus agréable d'être ensemble au salon devant une tasse de café ou au jardin si la saison le permettait. Ce jour-là, le déjeuner expédié de bon appétit, précise Jean Mauriac. Il se sent en forme et sort en compagnie de sa femme pour une première promenade, profitant d'une accalmie entre deux averses. Il marche d'un bon pas comme s'il avait hâte de regagner son bureau et de se remettre au travail. La crainte de disparaître avant d'avoir fini sa tâche, considérée comme sacrée, est régulièrement exprimée depuis plusieurs mois. Il en fait état à divers correspondants, à ses proches, à son fils, à son neveu Bernard de Gaulle, à qui il confie qu'il lui faudrait encore 5 années pour terminer son travail, sa grandeur. Il est inquiet, et cette inquiétude se communique à ses proches. Chaque fois qu'ils prennent congé, ses enfants et ses petits-enfants ont l'impression de le quitter comme s'ils ne devaient jamais le revoir. Il regagne la maison peu avant 14h30. Il a rendez-vous avec un jeune agriculteur de Colombey, René Piot, à qui il lit un bail de fermage qu'il voudrait résilier. Le général lui a écrit 4 jours plus tôt pour lui demander de passer le voir. L'entrevue dure environ un quart d'heure. À la suite d'un récent remembrement, De Gaulle s'était vu attribuer une parcelle de 3 hectares exploitée par René Piot. Il ne voulait pas avoir un fermier sous sa dépendance en privant le brave homme des revenus de son exploitation. L'entrevue se passe avec une très grande cordialité. Le général lui demande des nouvelles de sa famille, puis il lui propose de concéder la jouissance gratuite des terres en échange d'une contrepartie. On ne discute pas avec le général, surtout quand il vous fait un pareil cadeau. Piot donne son accord. Bien sûr, en manière de top-là, le général lui offre une petite mirabelle, mais il n'en prend pas lui-même. Après, nous avons bavardé un quart d'heure, racontera Piot. Tout y est passé, ma famille, mon travail à la ferme. Il était de fort bonne humeur. Puis il serre la main de son visiteur et le raccompagne à la porte. Sur le seuil, il parle à René Piot du hangar que René Piot est en train de construire. Cela doit vous coûter cher, dit-il. Et il enchaîne, si vous voulez, si vous êtes gêné, je peux vous aider. Vous savez, le général n'est pas à plaindre. Après un regard sur le ciel, il ajoute, cette année, l'automne tombe d'un seul coup. Piot approuve, l'hiver viendra tôt. Dialogue Florent Bon, la France rurale et la sagesse des nations. Le général est formidable, dira Piot à sa femme, il ne change pas, physiquement, il est terrible. Il ajoute, il est peut-être aussi plus gentil qu'avant. En affaires, il est vrai, les De Gaulle n'ont pas la réputation de faire des cadeaux. Ce n'est pas là un reproche, ils sont comme des gens d'ici, ils ont le souci légitime de leurs intérêts, mais ce jour-là, le général, semble-t-il, a voulu faire un geste. Après la visite de Piot, il est allé se promener dans le parc. Le temps ne s'y prête pas, mais il a besoin de prendre l'air. Même si la pluie continue à tomber. Il songe au coup de fil qu'il doit passer à Paris, au secrétariat, son secrétariat de l'avenue de Breteuil. Comme chaque lundi, il souhaite organiser ce qu'il appelle une valise, c'est-à-dire la venue à Colombey de Xavier de Baulaincourt, son secrétaire particulier, chargé de rassembler toute la documentation utile dans les bureaux de l'avenue de Breteuil. Il a besoin de connaître l'arrivée de Christian Fouché au ministère de l'Éducation et celle de son départ. À la veille de son 80e anniversaire, c'est un homme en apparente bonne santé, qui possède un bon coup de fourchette, qui ne suit aucun régime, qui ne prend aucun médicament, pas même pour dormir, qui ne donne aucune vraie inquiétude à son entourage. Philippe de Gaulle assure, il n'aurait pu rêver meilleur état pour son âge. L'amiral a vu son père pour la dernière fois à la fin de septembre. Il l'a trouvé en très bonne forme. À un moment donné, nous ayant dépassés, il s'est retourné pour nous demander s'il n'allait pas trop vite pour notre allure. Aucun signe physique sur sa personne n'aurait pu nous inquiéter. Le général de Boissieu fait état d'une promenade de près de 2 heures effectuée avec son beau-père le 5 novembre dans la forêt d'Eduy. Il marchait avec beaucoup d'énergie et de satisfaction de me montrer qu'il était en bonne santé.
le général n'observe pas de régime alimentaire particulier. Il ne s'est jamais préoccupé de son taux de cholestérol et sa femme ne lui a jamais fait aucune observation à ce sujet. Si elle l'avait fait, dit Philippe de Gaulle, elle se serait fait refouler, comme on dit vulgairement. On veut bien le croire. Il n'empêche, comme toute épouse aimante, Yvonne de Gaulle exerce une discrète surveillance sur l'homme dont elle a partagé la vie. Dans quelques mois, en avril 1971, ils célébreront leur noces d'or. Mais à personne, pas même à ses deux enfants, elle ne fait confidence de ses inquiétudes. On ne sait pas ce qu'elle a pensé en le voyant un peu là lors de la messe dominicale, le 8 novembre. Honorine, la cuisinière, l'a trouvé très pâle, les traits tirés, le cou blanc. Comme il ne faisait pas beau, elle a mis ça sur le compte du mauvais temps. Mais peut-être trouvait-il que l'office durait un peu trop, à son goût. Depuis l'hôtel, l'abbé Jauger l'avait lui aussi trouvé très pâle. L'hypothèse d'une alerte tenue secrète pour ne pas inquiéter la famille a été avancée par Malraux dans le magnifique reportage fiction rédigé après sa journée à la Boisserie le 11 décembre 1969. Si alerte il y eut, elle ne fut en tout cas pas spectaculaire. Dans ces conditions, il est difficile d'en établir la réalité. Il est rentré de promenade chassé par la pluie. Il a téléphoné à Bolincourt, qui est attendu demain à Colombey, puis il a pris le thé avec Madame de Gaulle, le rituel auquel il s'est efforcé de ne jamais déroger, tout au long de sa vie. Honorine est en train de terminer une mise en pli à Madame, qui se trouve encore sous le casque. Le général sert le thé. Honorine a fait des petits gâteaux. Il prend l'assiette, va la porter à sa femme. Avant de se remettre au travail, il met à jour sa correspondance. Depuis toujours, il y a consacré beaucoup de temps et d'application. Philippe de Gaulle a compté que depuis le mois de janvier 70, il a écrit quelques 170 lettres, soit environ une tous les 2 jours, sans compter les petits mots qui ne seront pas retenus pour l'édition des lettres, notes et carnets. La tonalité de ces lettres n'est pas très gaie. À son fils, le 6 novembre, il écrit « Puisse cette maison être pour notre famille un centre affectif de réunion, cela tant que nous y serons, ta maman et moi, puis ta maman après moi, mais cela aussi, je l'espère, autour de toi et d'Henriette, Madame Philippe de Gaulle, quand nous aurons disparu. » À sa sœur Marie-Agnès Caillot, le même jour, « Comme toi, cette semaine, j'ai porté ma pensée et ma prière vers ceux que nous avons perdus. Si dans l'ensemble les nôtres mènent une vie aussi heureuse qu'il est possible en ce monde, peut-être les chers défunts leur accordent-ils pour cela une protection, après leur avoir laissé tant d'excellents exemples. Les chers défunts sont également présents dans la lettre qu'il adresse en cet après-midi du 9 novembre à son cousin Louis Vatrigan, qui lui a envoyé une généalogie de la famille Maillot. La mère de Charles de Gaulle était née Jeanne Maillot. Il en a été touché et ému. « Il m'est précieux, lui écrit-il, d'avoir sous la main, grâce à vous, la généalogie de toute notre famille Maillot. Il m'est doux aussi de vérifier qu'il y eut chez nous, morts et vivants, des trésors de courage, de valeur et de fidélité à la religion et à la patrie. » Il remercie également son cousin germain, Jules Maillot, maire de Lambersart, dans le Nord, pour ses vœux de bonne fête et ajoute « Ici, tout est très calme. Je poursuis mon grand travail et porte souvent ma pensée vers les nôtres, ceux qui sont au ciel et ceux qui sont sur terre. » Puis il annonce à Philippe qu'il régularisera devant le notaire dès Noël la donation qu'il lui a faite pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison dans le Midi. Au courrier du matin, il y avait 2 lettres. L'une d'Alain de Boissieu, qui, après avoir été nommé inspecteur de l'arme blindée cavalerie, venait d'être chargé par Michel Debré, ministre d'État chargé de la Défense, d'assumer les fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre. L'autre de François Floïc, qui se trouve alors au Sénégal avant de reprendre la mer. Il reste un peu de temps avant le dîner pour les relire. Peut-être se récite-t-il ces 2 vers d'Albert Samin qui semblent s'accorder si parfaitement avec ce moment précis. « Le jardin me sourit comme une face aimée qui vous dit longuement adieu quand la mort vient. » Il prend lentement congé de ce décor où il n'a cessé de puiser l'ardeur et l'espérance, dont à présent il se sent si dépourvu.
Il n'y aura pas de nouvelle traversée du désert. Le gaullisme historique a perdu son âme. Il est condamné à se survivre artificiellement au prix de reniements qui ne passent pas inaperçus. Ses jugements sur son successeur sont, dans le privé du moins, dépourvus de la moindre aménité. Seul Michel Debré est encore là qui veille au grain à son poste. Mais Georges Pompidou a appelé au gouvernement 2 hommes qui ont eu un rôle décisif dans la victoire du non au référendum d'avril, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Duhamel. Les hommes de l'OS sont amnistiés les uns après les autres. Jean Descriaines rapporte un dialogue avec De Gaulle qui déborde de rancœur à l'égard de son successeur, lui dont j'ai fait la carrière et qui m'avait servi fidèlement pendant des années avant d'adopter un jour l'attitude que vous savez. Comme l'aide de camp évoque la possibilité d'une rencontre discrète, le général lui répond sèchement « Si jamais on vous pose la question, vous pourrez répondre que le général et Georges Pompidou ne se rencontreront ni à Colombey ni ailleurs. S'il me revoit un jour, ce sera sur mon lit de mort, peut-être. » À tous ses visiteurs, il confie qu'il n'est plus concerné par ce qui se passe, que cela ne l'intéresse pas d'être tenu au courant. Tout va aller à volo, prophétise-t-il, tout va redevenir comme avant. Ce sera le marais, le retour à la politique de la 4e, avec les partis, l'UDR devenant progressivement un parti comme les autres. À son neveu Bernard, il confie qu'il se dépêche d'écrire ses mémoires. C'est ma mission avant de mourir, ajoute-t-il. Il espère achever le 2e tome avant 1 an. Depuis quelque temps, il voit disparaître des amis de jeunesse et des compagnons de combat. Emmanuel Dastier, en juin 69, le général Catroux, en décembre, l'abbé Drouot, curé de Colombey, en février 70, René Capitan, Henri Queuille, ancien membre du CFLN, des anciens de la France libre, comme Georges Kipper, le commandant François, l'un des chefs de la résistance dans le Bas-Rhin, André Philippe, ancien commissaire d'État du GPRF. En août, un vieux fidèle prend congé à son tour, le professeur de droit Léon Mazot, qui se tue accidentellement en montagne. Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, Andromaque dit à Cassandre « Je ne sais ce qu'est le destin ». Et Cassandre lui répond « C'est simplement la forme accélérée du temps ». En septembre, le destin s'emballe. François Mauriac, le général Koenig, meurt à 24 heures d'intervalle. En octobre, 3 autres compagnons quittent la scène. Edmond Michelet, le 9, Louis Pasteur, Valéry Radeau, le 10, et le vieux général Trincard, dont il avait apprécié le soutien au pire moment, quelques jours plus tard. Vous verrez, dit-il à Pierre Lefranc, un de ses anciens collaborateurs, à partir d'un certain moment, le vide se fait autour de vous. Charles de Gaulle avait un jour raconté à Philippe l'histoire du maréchal Hindenburg, qui, sentant sa fin venir, il avait alors 86 ans, avait dit à son fils « Quand l'ange de la mort, je crois que dans la Bible on l'appelle Raphaël, arrivera, tu me préviendras. » Quelque temps plus tard, Hindenburg s'était alité pour ne plus se relever. Il avait demandé à son fils « Est-ce que Raphaël est dans la maison ?» Le fils lui avait répondu « Père, il n'est pas dans la maison, mais il est dans le jardin. » La leçon était claire, mais De Gaulle avait précisé « Un jour, je te poserai la même question. » Le 3 novembre 1970, ce n'est pas Raphaël qui pénètre dans la maison, mais un vieil homme, l'un de ses plus vieux compagnons, le général Renoir, ancien commandant du camp d'entraînement des forces françaises libres à Camberley et des forces terrestres françaises en Grande-Bretagne. Le rendez-vous a été arrangé par Jean Descriaines. De Gaulle l'accueille aimablement, comme d'habitude. « Eh bien, Renoir, vous me semblez vous bien porter, vous avez bonne mine. »« Oui, mon général, mais je suis très ému car j'attends ce moment depuis très longtemps. » La conversation très décontractée, au dire du général Renoir, porte sur divers sujets. Les mémoires d'espoir, l'affaire algérienne, les souvenirs de la Grande Guerre, la mort de Koenig. Le déjeuner était animé. Madame Renoir confiera à Michel Thoriac « J'étais admiratif de son bon coup de fourchette, quel appétit !» Après le café, le général fait faire un rapide tour de parc à Renoir.
Il lui montre la vue qu'il aime tant. Il m'en fit les honneurs avec une chaleur et un amour évident, racontera Renoir. Je sentis que c'était là pour lui une sorte de concentré de cette France qu'il chérissait par-dessus tout. En le raccompagnant à sa voiture, De Gaulle ajoute ce mot dont Jean Marin, le président de l'agence France Presse, et l'une des plus célèbres voix françaises de la BBC pendant la guerre, avait déjà été le confident. Renoir, ce que nous avons fait de mieux, c'est la France libre. Le vieux général prend congé. C'est alors, écrira-t-il, que j'ai ressenti l'impression d'une sorte d'arrachement. Il referme le manuscrit de l'effort. Il remet à demain la suite de son analyse des conséquences du plan de stabilisation de 1963. Il est 18h45. Avant d'aller retrouver sa femme, il prend encore quelques notes. Il s'agit en réalité d'un pense-bête pour les dédicaces du renouveau. Général Cassot, docteur Guillaume, Quéma, 3 fidèles. Un ancien du groupe Normandie-Niemen, le chirurgien, le docteur Guillaume, qui l'a opéré de la cataracte, et le troisième est un ostréiculteur de Cancale, ancien des FNFL, qui lui envoie chaque année une bourruche d'huîtres, de belot. Vers 18h50, le général se lève pour aller rejoindre sa femme dans la bibliothèque. 2 chapitres de l'effort sont au point. Le premier, l'un des 2 chapitres politiques qu'il annonçait à Pierre-Louis Blanc, s'achève sur la réforme de 62 et l'installation du nouveau gouvernement. Le second chapitre porte sur les affaires économiques et sociales et fait le bilan de l'action gouvernementale jusqu'en 1963. 5 chapitres restent encore à écrire. Dans la bibliothèque, Madame de Gaulle tricote devant le poste de télévision dont le son est coupé. Elle confectionne des petits carrés de laine de couleur qui, une fois assemblés, formeront un patchwork. Il prend place devant la table de jeu et commence à étaler les cartes pour une réussite en attendant le journal télévisé de 19h. Quelques instants plus tard, la pendulette directoire fait entendre 7 coups. Le général aligne les cartes sur la feutrine verte. Il se lève pour augmenter le son, puis il se rassoit. 2 minutes plus tard, il se dresse à nouveau et sa femme l'entend murmurer « J'ai mal, j'ai terriblement mal ». Elle accourt, il s'est affaissé, il a un genou à terre, il s'accroche d'une main à la coudoir du fauteuil. Autrefois, la mort le frôlait, aujourd'hui, elle le visite, note Philippe Le Guillou. L'ange Raphaël est entré dans la boisserie. Le général de Gaulle, le pauvre homme de Gaulle, comme il s'est désigné lui-même, entre en agonie. Raphaël était entré dans la maison et les choses étaient en train de s'accomplir. Pendant la guerre, lorsqu'on lui apprenait la mort d'un compagnon, il arrivait au général de citer cette prière du livre de la pauvreté et de la mort de Rilke. « Ô mon Dieu, donne à chacun sa propre mort ». Il était en train de recevoir la sienne. Beaucoup ne se priveront pas d'ironiser sur cette mort prosaïque. Les généraux qui meurent dans leur lit ont toujours excité la verve des braves gens qui voient dans cette issue peu glorieuse une sorte de revanche ou de compensation. Ainsi, le général de Gaulle aura connu une mort de président de la République, piteuse fin pour un grand homme. Mais c'est accorder trop d'importance aux apparences, comme si l'on pouvait ne pas connaître dans son lit ou dans un fauteuil de mort violente. Les de Gaulle meurent comme ça, avait confié Madame de Gaulle à Pierre Lefranc, foudroyé en somme. Michel Tauriac recueillera cette confidence de Solange Galichon, femme de l'ancien directeur du cabinet du général. Il nous fait penser à une statue, celle de quelques rois foudroyés. Yvonne de Gaulle appelle Honorine et Charlotte, l'autre domestique. Elle se précipite. Francis Marou, qui leur tenait compagnie dans la cuisine, lui emboîte le pas. Il prend le général dans ses bras, l'allonge sur le sol. Madame de Gaulle demande que l'on appelle le docteur Lachny. Charlotte s'en charge. Venez vite, c'est grave, c'est pour le général. On installe le général sur un matelas qu'on va chercher au premier étage. Pendant ce temps, Marou a dégrafé le col, dégagé la cravate. Le général ne réagit pas, il râle faiblement. Il a les yeux ouverts, il respire avec peine, mais il a manifestement perdu conscience. Que faire en attendant le médecin? Bar-sur-Aube est à 18 km. Il pleut, il ne sera pas là avant un bon quart d'heure. Il est 19h15.
Madame de Gaulle demande à Marou d'aller chercher le curé. Il saute dans sa voiture. Il explique à l'abbé Jauget que le général a eu un malaise, qu'il est réclamé d'urgence à la boisserie. Le curé ne pose pas de questions. Il prend la trousse qui renferme le manuel du rituel et les saintes huiles. Le médecin et le prêtre arrivent au même moment à la boisserie. Le docteur Lacheny a son stéthoscope autour du cou. L'abbé Jauget enfile son étole violette. L'examen est rapide. Le médecin palpe le ventre très dur du général qui a cessé de râler. Il prend le pouls qui se révèle très faible et qui ne cesse de décroître. Il lui fait une injection de morphine pour soutenir le cœur, dira-t-il, ou peut-être, ajoutera Philippe de Gaulle, pour atténuer la douleur, car il souffrait beaucoup, ça se voyait. Il n'y a plus rien à faire. Le médecin laisse la place au prêtre resté dans le salon. J'entendais des gémissements qui étaient des râles, confiera l'abbé Jauget à Jean Mauriac. À ce moment seulement, je compris que tout est fini, c'était les râles de l'agonie. Introduit dans la bibliothèque, il se dépêche d'imposer son pouce droit sur le front du mort en récitant la prière consacrée. Mon fils Charles, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Après que les assistants ont répondu Amen, il poursuit, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Faute de disposer d'un électroencéphalogramme plat d'une durée significative, à quel moment précis fixer la mort du général? La prolongation du pouls et les râles indiquent qu'il n'est pas mort sur le coup. Selon Jean Mauriac, c'est la cessation du pouls à 19h25 qui permet de préciser le moment de la mort. C'est exactement l'heure que Philippe de Gaulle, reflétant la préoccupation de sa mère, fixe non pour la mort proprement dite, mais pour la perte de connaissance. Il est en effet très important pour Madame de Gaulle, catholique pratiquante de très stricte observance, que son mari ait reçu vivant, sinon conscient, les derniers sacrements. Ce qui a été certain, affirme Philippe de Gaulle, c'est qu'il a été conscient pendant 25 minutes. Il dira également, le médecin a constaté qu'il était entré dans le coma vers 19h25 et qu'il est mort quelques minutes plus tard. Aucune heure précise n'est indiquée. Quelle est la différence exacte entre la mort clinique et le coma irréversible? Quelques années plus tard, il déclara dans une autre interview que le cœur de son père avait cessé de battre vers 19h35. Le témoignage du docteur Lacheny est sans doute plus précis. Il déclarera qu'il avait trouvé le général vivant mais inconscient, livide, en sueur. Dans ces conditions, la fin ne pouvait qu'être imminente. Monsieur le curé lui a donné l'extrême onction avant qu'il n'expire, racontera Honorine. Il respirait encore, il avait les yeux entr'ouverts, mais il ne parlait plus. Récits et témoignages s'accordent pour souligner le sang-froid d'Yvonne de Gaulle lors de la brève agonie de son mari. Madame de Gaulle est restée très digne et très maîtresse d'elle-même, note Jean Mauriac. Telle est l'image que tante Yvonne a toujours offerte aux Français. Une femme de soldat, habituée des épreuves, ayant toujours suivi son mari, sans hésitation ni murmure. Jamais on n'a entendu se plaindre, s'apitoyer sur elle-même ou sur la dureté des temps. Mère de famille exemplaire, grand-mère attentive et tendre, une Romaine égarée dans un siècle de barbares, faisant face avec un stoïcisme qui n'a jamais fléchi. Lorsque son mari meurt, elle n'a autour d'elle ni fille, ni fils, ni gendre. Elle donne immédiatement aux employés de maison ses instructions. Prévenir les enfants, préparer la toilette mortuaire et surtout observer un secret absolu. Le bruit courut un instant qu'elle était fatiguée et même malade. Dans l'après-midi, elle n'a fait qu'une seule fois le tour du parc de la Boisserie. Elle est restée à la maison. Elle est en effet fatiguée et la mise en pli d'Honorine était sans doute destinée à lui remonter le moral d'une femme qui ne se sentait décidément pas bien et pour cause. Philippe de Gaulle confiera dans une interview, le plus souffrant des deux au moment de la mort de mon père, ce n'était pas mon père, mais ma mère,
déjà atteinte d'un cancer qu'elle cachait à tout le monde. Surmontant sa douleur, elle donne des ordres d'une voix qui ne tremble pas. Ces ordres sont très précis. Le général sera transporté dans le salon, là où a reposé notre petite Anne. Le curé devra prévenir le général de Boissieu à Paris, qui à son tour préviendra Philippe à Brest. Et surtout, cette recommandation insistante, à vous tous, je demande de silence, de parler à personne. Elle ne voulait pas que la nouvelle s'ébruite de peur d'être submergée d'appels téléphoniques. L'abbé Jauget propose de veiller la dépouille jusqu'à l'arrivée des Boissieu. Madame de Gaulle refuse, il n'y a pas à insister, c'est un ordre. Il se retire quelques instants après le médecin. Dans les rues de Colombey, au soir du 9 novembre 70, il y a un homme doublement tenu au secret, par le devoir de sa charge et par l'exigence de Madame de Gaulle. Un gendarme tombe sur l'abbé qui regarde son presbytère après un crochet par l'église où il a prié pour le repos de l'âme de son illustre paroissien. Le gendarme s'enquiert. Rien d'alarmant à la Boisserie, monsieur le curé. Rien d'alarmant, je vous assure, rien d'alarmant. Pieux mensonge, encore que l'étymologie aux armes, cri signalant l'approche de l'ennemi, cette étymologie absout l'homme de Dieu. L'ennemi, la mort, est passé. Le trouble causé par son irruption fait désormais place au chagrin et au deuil. C'est un fait, il n'y a plus rien d'alarmant à la Boisserie. Je ne sais pas si j'ai... Donc, je passe sur les détails que un grand feu qui est allumé au milieu du parc de la Boisserie dans la soirée. Il y a eu des histoires là-dessus. On s'est demandé ce que Madame de Gaulle pouvait faire brûler. En fait, elle faisait brûler des effets, des vêtements, des sous-vêtements du général et aussi le vêtement sur le matelas sur lequel il avait été allongé. Il avait beaucoup transpiré, ce n'était pas la peine de mettre tout cela à sécher. Est-ce que le chauffeur a brûlé des papiers? On l'a dit, c'est une supposition. En fait, l'amiral confiera à Jean Mauriac quelques années plus tard. C'est une coutume dans la famille de mon père et de ma mère. Il ne doit rester aucune relique. On ne vit pas dans la robe de chambre d'un défunt ni dans ses pantoufles. Tout doit disparaître. Bien entendu, les vêtements en bon état sont nettoyés et donnés à des œuvres de charité. Il démentira l'incinération du lit, avancé, parfois avancé, mais à sa demande et à celle de son beau-frère, contre la volonté de sa mère, qui voulait tout détruire, 2 képis, 2 uniformes, un manteau, une canne, une veste de cuir et un casque, je crois que c'est tout, ont été donnés à l'heure de la libération. Peu de personnes, je crois qu'il me reste peu de temps, peu de personnes ont vu, en dehors d'Yvonne de Gaulle et des proches, le corps du général, 5 seulement dans la demi-heure qui a suivi, les 2 domestiques, le chauffeur, le médecin, le curé. Le lendemain, le nombre s'élève tout en demeurant limité. Le maire, les conseillers municipaux, la famille, bien sûr, le général de Boissieu. Pour la seule matinée du 10 novembre, Jean Mauriac cite également une bonne demi-douzaine de personnes, parmi lesquelles le préfet de la Haute-Marne, Paul Dijoux. Diverses personnalités s'annoncent, l'évêque de Langres, le général Massu, Michel Debré, le général Fourquet, chef d'état-major des armées. Toute la journée du 10 novembre, les visiteurs se succèdent. Le désir de Madame de Gaulle que le moins de personnes possible voient le général ne sera pas exaucé. Selon Jean Mauriac, le visage était serein, donnant l'impression que la mort avait été subite, que le général n'avait pas souffert. La fragilité des témoignages en pareille circonstance est une évidence. Le visage était reposé, presque serein des Philippe de Gaulle. Ce presque introduit une nuance par rapport au récit de Jean Mauriac. Michel Debré, seul à avoir vu le général sur son lit de mort, précise qu'il avait le visage pâle, jaune comme la cire. Massu est catégorique, le visage lui paraît très changé, terriblement impressionnant.
le 10 novembre à 8h15 dans les bureaux du Monde, alors installés rue des Italiens. Un rédacteur en chef fait irruption dans la salle de rédaction où l'on prépare l'édition qui sortira en début d'après-midi. Sûr de son effet, il lance à la cantonade « Messieurs, De Gaulle est mort ». Tous les présents s'interrompent, se lèvent, parlent en même temps. Beaucoup s'écrient « Non, c'est pas vrai ». Le rédacteur en chef hausse les épaules. Évidemment que c'est vrai. Les directives sont instantanément données. Arrêtez tout ce que vous avez commencé, on change tout. Il faut tout reprendre à zéro, tout changer, se souvient Bruno Frappa, alors rédacteur au service politique. Il n'y aurait plus que ce grand mort dans les pages du journal. Pour une fois, la manchette s'impose, pas d'interprétation, pas d'information montée en épingle, le fait brut sur 6 colonnes, le général de Gaulle est mort. Avec 2 sous-titres, l'ancien président de la République avait refusé les obsèques nationales et M. Pompidou s'adresse à la nation. En haut à gauche, un éditorial du directeur, Jacques Fauvet, titré « L'homme du refus ». Un éloge sans réserve, sous la plume d'un journaliste politique qui n'a jamais ménagé ses critiques au fondateur de la Ve République. Jacques Fauvet écrit « Il restera l'homme qui, seul contre le vieux bon sens, qui fait commettre tant d'erreurs aux sages, aura dit non à la défaite de la France. L'homme de caractère, c'était bien lui, tel qu'il se décrivait dans son premier livre et tel qu'il allait être tout au long de sa vie, celui qui se barricade de refus et s'entoure de mystères. » Au centre de la une, toujours du Monde, le début d'un grand récit biographique de Jean Lacouture, entièrement consacré à l'homme du 18 juin et au chef de la France libre. En bas à droite, une analyse d'André Fontaine, de spécialiste diplomatique, l'allié difficile. Et dans le billet quotidien Au jour le jour, signé Robert Escarpi, universitaire, écrivain, compagnon de route du Parti communiste, ce bilan le plus concis possible d'une vie et d'une action qui avait rempli 30 années dans le siècle, il ne reste de lui que ce qui fut son dernier mot et qui est sans doute le meilleur, l'espoir. Dans toute la presse du lendemain, le grand mort occupait les pages des journaux en attendant d'envahir les couvertures et les dossiers spéciaux des magazines. Le général de Gaulle est mort, la France est veuve, dit le président Pompidou, qui s'efforce avec une touchante conviction d'entrer dans la peau de l'aîné des orphelins. Le Figaro du 11 novembre publie un dessin de Jacques Faisan qui passera à la postérité. Marianne pleure auprès d'un grand chêne abattu. Un peuple entier, oubliant pour un temps les querelles qui l'ont divisé et le mouvement d'humeur qui l'ont dressé contre le général de Gaulle, révise son histoire. Charles de Gaulle échappe aux Français. Désormais, il n'appartient plus qu'à la France. Merci infiniment, François. Donc, on a bien vu qu'il y avait finalement des tas de choses à dire, même si ça déborde un peu, mais c'était débordé. Ça déborde un peu, je veux dire, de la dernière journée générale. Mais effectivement, c'est aussi un homme face à la vieillesse, un homme face à la mort, un homme qui quitte le sommet de l'État pour une autre étape, qui est la dernière étape de sa vie. Donc, c'est aussi ça, la dernière journée du général. On passe au temps des questions. Si vous avez des questions dans la salle, on fait comme à l'école, levez la main. Et puis, on verra si nos amis internautes ont également posé des questions à travers le formulaire web, enfin le webinaire, ou à travers Facebook. Voilà. Y a-t-il des questions à poser à François Broche sur le sujet qui nous réunit ce soir? Madame. Une question très matérielle. Avec quelle plume écrivait le général? Est-ce que c'est un stylo-bille? Est-ce que c'est un crayon? Est-ce que c'est un stylo? Question très matérielle sur... J'avoue que je suis sec, hein, je devrais avoir la réponse. Ah bah on peut répondre, en tout cas, dans certains cas, il écrivait avec un stylo-plume, puisqu'on en a un qui lui a appartenu, avec lequel il signait
le livre d'or du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Donc, c'est un stylo plume qui est en vitrine à quelques mètres d'ici. Est-ce que c'était le même type de stylo usuellement utilisé? Je ne sais pas, mais en l'occurrence, c'était bien ça. Voilà. Autre question? Monsieur et après monsieur. Parlez bien fort dans le micro, s'il vous plaît. Oui, je n'ai pas bien entendu l'anecdote qui mettait en scène, si j'ai bien compris, Hindenburg. L'anecdote rappelant Hindenburg, est-ce que vous pourriez la redire? Monsieur n'a pas bien compris. Oui. Allez-y. Le rapport avec Hindenburg, c'est le rapport à la mort, en fait, l'entrée de Raphaël. C'est une anecdote qui avait frappé le général de Gaulle, parce qu'il avait pour le maréchal Hindenburg une certaine, non pas admiration, mais une certaine indulgence, bien que Hindenburg ait cédé le pouvoir à Hitler, il avait une certaine affection pour le vieux maréchal. Et il avait été frappé par l'anecdote selon laquelle le maréchal Hindenburg avait demandé à son fils, voyant sa fin venir, avait demandé à son fils de le prévenir lorsque la mort approcherait. Et il avait utilisé cette métaphore de l'ange de la mort, Raphaël ou Israël dans la Bible, qui vient annoncer la mort à celui qui va frapper. Et le fils avait répondu très habilement que la mort n'était pas encore... Hindenburg avait dit « Tu me préviendras quand la mort entrera dans la maison ». Et le fils avait répondu « La mort n'est pas encore entrée dans la maison, mais elle est dans le jardin ». Et quelque temps après, il avait annoncé que la mort était entrée dans la maison. L'anecdote avait frappé de Gaulle, qui avait demandé à son fils de se livrer à la même observation lorsque le moment serait venu. Malheureusement, Philippe de Gaulle était à Brest le 9 novembre 1970. Une autre question? Merci. Une disposition souhaitée par le général de Gaulle concernant sa mort est connue, c'est le souhait de ne pas qu'il y ait d'obsèques nationales. Est-ce qu'il y a d'autres dispositions testamentaires, au-delà des aspects privés, qui ont été prises par le général, qui sont connues? J'en ai énuméré quelques-unes, oui, il y a eu d'autres visites. Pas sur son lit de mort, non, il y a eu très peu. Mais ensuite, une fois que le cercueil a été refermé à la demande express de Madame de Gaulle, diverses personnalités sont venues à Colombey, oui. Mais la question portait sur des dispositions testamentaires qui auraient pu être prises par le général de Gaulle, outre le fait qu'il ne voulait pas d'obsèques nationales. On sait que dans son testament, qui date de 52, je crois. 52. C'est ça. Il avait organisé ses obsèques à Colombey, les deux églises, en ne souhaitant la présence que du conseil municipal de Colombey, de sa propre famille et des compagnons de la Libération, à l'exclusion de toute représentation de corps constitués, diplomatiques, militaires, politiques. Et c'est pour ça qu'il y a eu deux événements en parallèle, qui ont été les obsèques du général de Gaulle à Colombey le 12 novembre, et une messe tout à fait impressionnante à Notre-Dame de Paris, qui a reçu les plus grands chefs d'État étrangers. On se souvient des images de Nixon qui était présent, présidé par Pompidou pour la France, mais il y avait cette séparation très symbolique et très forte de cette fin très intime avec peut-être ce qu'on pourrait dire la vraie famille du général de Gaulle. Une crainte chez les proches du général, notamment Madame de Gaulle et Philippe de Gaulle, ou aussi le général de Boissieu, que le président Pompidou, qui détenait un des 3 exemplaires manuscrits du testament, datant de 1952, instrumentalise cette mort à son profit et justement ordonne des obsèques nationales dont il aurait été le maître d'œuvre. Évidemment, les proches y sont fermement opposés. Il n'y avait à Colombey que la population, les habitants de Colombey et les compagnons de la Libération. Qui étaient recensés, on n'a pas la liste, souvent on nous a demandé la liste, mais on ne la connaît pas, parce que ça s'est fait très vite. Mais ils étaient, on estime, environ 350 présents ce jour-là. Mais on n'a pas de liste. Alors on a aussi quelques images en tête
bien sûr d'André Malraux, de Romain Gary qui rentre assez péniblement dans son battle dress de capitaine de la Royal Air Force. On a des images comme ça, mais on ne connaît pas la liste de ceux qui étaient présents. Cela dit, on peut le voir dans les reportages photos qu'on peut découvrir de cette journée. Le village de Colombey a été submergé par une foule extraordinaire qui s'est perchée partout sur les arbres, sur les maisons. Bon, naturellement, qui n'entrait pas dans l'église. Mais ça a été des embouteillages monstres pendant toute la journée. Une question. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Ça m'interpelle, le fait que vous disiez qu'il y a eu 3 testaments, dont un aux mains du président Pompidou. Je voudrais comprendre pourquoi. Vous avez entendu la question parce que le son n'est pas très bon. Pourquoi il y avait trois exemplaires du testament? Ouais. Pour Georges Pompidou, qui avait été à la Libération son très fidèle collaborateur, qui s'était ensuite éloigné, mais à qui il n'avait jamais retiré ce manuscrit. Et puis les 2 autres étant son gendre et son fils. À la famille. Mais c'est un peu, évidemment, ça peut paraître un peu insolite, vu les sentiments qu'il portait à Georges Pompidou en 1970, qu'il l'ait laissé, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure il aurait pu lui retirer le testament. Et ça a été d'ailleurs tout un timing très précis entre Philippe de Gaulle et le général de Boissieu pour prévenir le président Pompidou de la mort du général. Il a fallu calculer l'heure précise. Pour empêcher éventuellement que des choses… Instrumentalisation, qui était une hypothèse vraisemblable. Bien, mais écoutez, merci infiniment, François. Y a-t-il une dernière question? Et après, on va rendre l'antenne, comme on dit à la télévision. Oui, avant ma petite question, je voudrais juste témoigner de l'extraordinaire ferveur de la journée du 12 novembre à Colombey, parce que j'y étais, et ça a été vraiment une journée extraordinaire. J'avais 20 ans à l'époque, mais je peux témoigner de la foule considérable pour un petit village comme ça. Je crois qu'on était 40 000. Un temps absolument magnifique et vraiment des moments très émouvants. Voilà. Maintenant, ma question était très simple. Est-ce que, à quand remontait le dernier voyage du général et est-ce qu'il avait encore des projets de voyage? Est-ce qu'il y a encore d'autres projets de voyage? À quand remontait le dernier voyage du général? Bon, ça, on connaît la réponse. Et avait-il d'autres projets de voyage? Vous pensez les voyages à l'étranger en particulier? Bon, le dernier voyage du général, c'est en Espagne. Le général de Gaulle s'est arrangé pour être hors de France dans la période allant autour du 18 juin, chaque année après son départ du pouvoir en avril 69, parce qu'il ne voulait pas participer à la célébration de l'appel du 18 juin, il ne voulait pas se rendre à nouveau au Mont Valérien. Et donc, pour couper court à toute question, il s'est organisé pour être en 1969 en voyageant en Irlande, en 1970 en Espagne, où il a rencontré Franco, ce qu'on lui a un petit peu reproché d'ailleurs. Et je ne sais pas du tout pour ma part, mais peut-être François le sait, s'il avait programmé quelque chose pour le mois de juin 71, ça je ne sais pas. Voilà. Non, mais son grand projet, c'était d'aller en Chine et de rencontrer Mao. Et selon certains témoignages, il avait même l'idée de se rendre à l'île de Pâques pour affronter les célèbres Moai, les célèbres statues. Mais le grand projet, le grand regret, sans doute, ça a été la rencontre manquée avec Mao. La mort a été trop… Il aurait sûrement été en Chine. Voilà. Eh bien, je propose que nous concluions sur ces mots, sauf nous qui sommes ici et qui pourront rediscuter un petit peu avec François et faire dédicacer son ouvrage pour ceux qui le souhaitent. Et on rend l'antenne pour nos amis internautes. On se retrouve donc le jeudi 14 décembre pour une conférence de Geoffroy Dacier de la Vigerie sur Emmanuel, Henri et François, les 3 frères compagnons de la Libération d'Acier de la Vigerie. Merci beaucoup.